20 janvier 2017. Jour d'investiture à Washington. Le 45e président des États-Unis prête serment, Donald J. Trump. Unbelievable! Unbelievable! C'est ce jour que beaucoup pensaient ne jamais vivre. Ce jour à partir duquel les États-Unis changeraient à tout jamais. We're gonna make America great again! Tout commence en juin 2015, lorsque Donald Trump descend de son appartement terrasse de la Trump Tower à New York pour annoncer sa candidature aux primaires républicaines en vue de la présidentielle. You know, all of my life I've heard that a truly successful person, a really, really successful person, and even modestly successful, cannot run for public office. Just can't happen. And yet that's the kind of mindset that you need to make this country great again. Dès le début, le thème central de la campagne électorale de Trump ne fait aucun doute. Sadly, the American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again. Thank you. Thank you very much. Très vite, on assiste aux premières effusions de sang politique. Le quotidien new-yorkais Daily News fait sa une en affichant Trump en clown. Et la grande majorité des experts se moquent de ses chances d'accéder à la présidence. Ma théorie est la même que la théorie des ovnis. L'imprévisible se produira. Donald Trump en est le parfait exemple. Quand il s'est lancé dans cette campagne, je ne pensais pas qu'il irait si loin. Durant 25 ans, Tom Brokaw occupe une des positions les plus influentes dans la société américaine en tant que présentateur du journal télévisé du soir sur NBC. L'investiture de 2017 sera la 12e de sa prestigieuse carrière. Il avoue ne jamais avoir vu une telle campagne présidentielle et Donald Trump y est pour beaucoup. Quand il s'est lancé dans la course, il était plus connu et plus riche que n'importe quel autre candidat. Et tout le monde a négligé ce facteur. Le fait qu'il soit riche et en mesure de financer sa campagne a interpellé les gens dans le pays. Ce que les Américains veulent vraiment, c'est la sécurité financière. Et ils ont le sentiment de ne plus l'avoir. Cela a provoqué de l'instabilité et suscité de la colère dans le pays. Le pays n'avait jamais connu un tel climat d'instabilité et de colère. Cela joue en faveur des compétences variées et uniques à Donald Trump, selon le chroniqueur politique Matt Taibbi du magazine Rolling Stone. Il n'est pas un homme politique, mais il a ce quelque chose que les autres n'ont pas. Il est une vedette de télé-réalité et, contrairement aux autres politiciens, il voit cette élection comme une télé-réalité, domaine dans lequel il excelle. You're fired. Bradford, you're fired. You're all fired. All four are fired. Le succès des 14 saisons de cette télé-réalité lui a permis de gagner un degré de notoriété allant bien au-delà de son nom. L'émission The Apprentice donne à Trump l'image du patron milliardaire avisé qui sait comment résoudre les problèmes et prendre des décisions difficiles, mais qui sait aussi sur quel bouton appuyer pour créer le conflit. Bien avant que Trump ne se lance dans la course, le processus électoral était un exercice qui avait pour but de trouver le groupe de personnes responsables de vos problèmes. C'est comme cela que vous gagnez des élections aux États-Unis, ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. Et Trump excelle vraiment bien dans ce domaine. Et si Donald Trump a un talent pour le jeu des reproches, ses partisans sont prêts à le croire, car ils ont le sentiment qu'on leur a volé leur part du rêve américain. They just love what we're doing. We're going to take the country back. We're going to make it great again. Et Trump attaque les groupes sur lesquels un grand nombre de ses partisans ont déjà un avis défavorable. En blâmant le terrorisme,
il a dans sa mire les 1,6 milliard de musulmans dans le monde. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Il y a deux nouvelles histoires sur nous. Ce n'est la faute de personne, mais elles existent. Il y a la mauvaise histoire où nous sommes décrits comme des militants armés terroristes, et il y a la version positive qui nous décrit comme de présumés militants armés terroristes. Dino Bedalla est un écrivain, animateur et humoriste de New York. Il est aussi un musulman né aux États-Unis. Pour lui, Trump est un homme d'affaires rusé qui connaît bien son marché. Dans la vie de nombreux Américains, les choses ne se sont pas passées comme ils le voulaient. La différence, c'est que la plupart des gens ne tiennent pas les Mexicains ou les musulmans responsables de leurs problèmes. Selon Obedalla, les musulmans américains sont inquiets et craignent que l'appel de Trump à l'interdiction d'entrer dans le pays ne soit qu'un début. C'est préoccupant. On sent une peur palpable, la peur que tout ça ne s'arrête pas là. There is a great hatred toward Americans by large segments of the Muslim population. Il a besoin de donner de la viande rouge à ses partisans, par exemple une carte d'identité spéciale pour les musulmans avec un registre spécial. Pourquoi pas des camps d'éternement? These are people who only believe in jihad. They have no respect for human life. Trump propose aussi un mur à la frontière mexicaine. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. We're going to build the wall, okay, believe me. We're going to build the wall. Il adore attirer l'attention. Et il s'est très vite rendu compte que dans ce processus, lorsqu'il tenait certains propos, il obtenait des réactions très fortes. Par exemple, avec le sujet des Mexicains violeurs. Lorsqu'il en parlait, il soulevait un tollé dans les médias. Ce message passe bien dans les campagnes américaines. Joe Arpaio, qui est shérif en Arizona, est connu pour ses méthodes musclées avec les immigrants illégaux. Il a donné son appui à la candidature de Trump à la présidence et à son mur. Quand on parle de frontières, l'immigration illégale n'est pas l'unique problème. Le mur qu'il veut ériger aura aussi un impact sur la contrebande de stupéfiants dans notre pays. Pour le moment, cette stratégie de campagne menée par Trump atteint ses cibles. Il est clair que la question raciale a toujours été latente dans la politique américaine depuis maintenant 50 ans. Il y a toujours eu un accord tacite dans le monde politique à Washington de ne jamais parler ouvertement de questions raciales. Ça se fait toujours par procuration. Et tout à coup, il y a tous ces gens qui le suivent, des gens qui, par le passé, communiquaient secrètement via des organisations d'extrême droite du genre KKK. Mais aujourd'hui, ils le font un peu plus ouvertement. Selon moi, c'est plus culturel et racial qu'autre chose. Si 11 millions de Canadiens entraient illégalement aux États-Unis et acceptaient les emplois que les Américains ne veulent pas prendre, les gens diraient « Comment faire d'eux des citoyens? Comment pouvons-nous les aider ?» Mais il faut être honnête, les personnes au teint basané qui parlent espagnol ne correspondent pas à l'idée que se font un grand nombre d'Américains de l'avenir de leur pays. Le mélange de race et l'absence de rectitude politique ne sont pas des thèmes nouveaux pour Donald Trump. Et son message commence à porter ses fruits. De récents sondages des primaires montrent que les 3/4 de ses partisans sont favorables à ce que l'entrée aux États-Unis soit interdite aux musulmans. Et Trump a toujours été doué pour semer la zizanie lorsqu'il s'agit de séparer les traîtres des patriotes. Il est le chef de file des birthers et défie le président Barack Obama de prouver qu'il est bien né sur le sol américain et qu'il est, par conséquent, un président légitime.
I'm very honored to have gotten him to release his long-form birth certificate, or whatever it may be. La situation atteint un point critique en mai 2011, lors du dîner des correspondants de presse de la Maison-Blanche. Barack Obama est l'invité d'honneur. Est aussi présent l'homme qui met en doute la légitimité de sa présidence. Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke. Mais ce qui va suivre fera encore moins rire le Donald. Donald Trump is here tonight. No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? What really happened in Roswell? And where are Biggie and Tupac? Le président ne l'a pas raté. Je crois qu'il était furieux. Il a dû se dire, comment ose-t-il m'attaquer? Je suis plus important que lui. All kidding aside, obviously we all know about your credentials and breadth of experience. En effet, certains pensent que le fait d'avoir été la cible de l'humour de Barack Obama ce soir-là pourrait avoir poussé Donald Trump à se lancer dans la course à la présidence. Trying to scrape up a down payment for a little fixer-upper in your neighborhood? Take a look at my next guest. This is Donald Trump, 33 years old. Dès le début, la gloire de Donald Trump est associée à sa fortune, comme lors de sa première apparition en 1980 à l'émission The Today Show sur NBC, animée par Tom Brokaw. Donald Trump, as I say, is just 33 years old. He took his father's rather modest by current standards real estate empire in Brooklyn and expanded it considerably. À l'époque, la Trump Tower, qui va faire sa renommée et s'élever dans le ciel de Manhattan, n'est qu'un projet de construction. He now has an apartment for sale in a new Trump building called the Trump Tower going up on 5th Avenue. There it is. You can buy this apartment, one floor of it, one whole floor of that building, that is, $11 million altogether. Mr. Trump, what's left in your life? You're 33 years old, you're worth all this money. You say you didn't say that you want to be worth $1 billion. No, I really don't. I just want to keep busy and keep active and be interested in what I do. And that's all there is to life as far as I'm concerned. C'était il y a plus de 30 ans. Et pendant plusieurs années, la véritable attraction touristique à New York est Donald Trump lui-même. Si avant cette campagne, vous aviez marché sur la 5e avenue à n'importe quelle heure, vous auriez vu les gens se faire prendre en photo au pied de sa tour. Pour plusieurs d'entre eux, il incarne le rêve américain. Il est riche, célèbre et sans complexe. Il crie haut et fort avoir bâti sa propre fortune, mais il est né avec une cuillère en argent dans la bouche et c'est ce qui lui permet de se lancer. Fred, son père, s'est construit une fortune de 200 millions de dollars en bâtissant des maisons dans des quartiers à l'extérieur de New York. Lorsque son fils se lance dans les affaires, Fred est là pour l'aider. Il lui a fourni des garanties de financement et l'a présenté à ses propres banquiers pour qu'il obtienne un emprunt de 35 millions de dollars, ce qui lui a permis de se lancer dans les affaires. Fred a dû fournir une garantie pour les prêts. Wayne Barrett, un journaliste d'enquête de New York, écrit un premier article de fond sur le jeune et nouveau magnat de l'immobilier à Manhattan, puis une biographie non autorisée en 1992. À cette époque, Trump est au bord de la faillite. Il menace de poursuivre Barrett en justice et le fait arrêter dans un de ses casinos. Selon Barrett, les premiers projets de Trump à Manhattan coûtent des centaines de millions de dollars et le financement est arrangé par son père. Peu de temps après, le fils devient une marque de commerce. Le nouveau visage du jeune Donald, qui se lance dans ce projet gigantesque, attire les médias. Mais il existe toujours des controverses. Selon Barrett, à ses débuts à New York, Trump a déjà des liens avec des membres connus du crime
Et il en a aussi lorsqu'il fait construire ses casinos à Atlantic City. Oui, partout où Donald allait, il avait toujours des amis et des alliés dans la mafia. Un autre événement au début de la carrière de Trump le poursuit encore. Alors qu'il gère les locations des logements de son père, le ministère de la Justice fédérale les accuse de refuser des locataires, plus particulièrement les Noirs. Les Trump vont finalement signer un accord s'engageant à ne pratiquer aucune forme de discrimination. Mais la réputation de Donald Trump quant à ses préjugés raciaux le suit depuis cette époque, même lors de ce bien cuit télévisé. Donald say he wants to run for president and move on into the White House. Why not? It wouldn't be the first time you pushed a black family out of their home. Amazing! Amazing! Mais le sujet ne fait plus rire et Trump continue de faire l'objet d'accusations de racisme. Par exemple, selon ce gazouillis, 81% des victimes d'homicides de race blanche aux États-Unis sont tuées par des Afro-Américains. Ce qui est absolument faux. Et aucun des autres faits affichés n'est vrai. Lors des réunions de Trump, la tension raciale est palpable jusqu'à ce qu'elle déborde. En fait, chaque rassemblement commence avec un message inquiétant destiné au public. Avant l'événement, l'annonceur dit au public « Si quelqu'un se lève et commence à semer le trouble, s'il y a un manifestant au milieu de la foule, s'il vous plaît, ne le touchez pas, ne lui faites pas de mal. » Ils expliquent qu'il faut l'encercler, scander « Trump, Trump, Trump » et attendre que les gens de sécurité évacuent la personne. Mais le processus d'expulsion se déroule rarement de cette façon. Get him out of here! Get out! Get him out of here! Lors d'un discours de Trump en Alabama, un manifestant de race noire du mouvement Black Lives Matter reçoit des coups de poing et des coups de pied. Trump insinue qu'il l'a cherché. And this guy started screaming by himself. And they did, I don't know, rough up. Maybe he should have been roughed up because it was absolutely disgusting what he was doing. En Géorgie, la police expulse des étudiants afro-américains d'un meeting de Trump qui a lieu sur le campus de leur université. Get him out! Get him out! I think we got kicked out because we're a group of black people. And I guess people, what's going on in America, they're afraid we're going to say something or do something. À Louisville, une jeune femme afro-américaine est attaquée par un partisan de Trump, un suprémaciste blanc bien connu. Throw him out! Ça se produit dans presque tous ces rassemblements. C'est une sorte d'épuration rituelle de la foule. Quand on réfléchit, se penche sur ce qu'il dit au sujet des minorités et des immigrants, on y trouve des insinuations très fortes. I love the old days. You know what they used to do to guys like that when they were in a place like this? They'd be carried out on a stretcher, folks. C'est particulièrement vrai quand Donald Trump lui-même menace de violence un manifestant qui interrompt son meeting au Nevada. And he's walking out, and we're not allowed, you know, the guards are very gentle with him. He's walking out like big high fives, smiling, laughing, like to punch him in the face, I'll tell you. J'adore quand il dit qu'il aurait frappé le manifestant. Il ne s'est jamais battu de sa vie. Je parie qu'il ne saurait même pas se battre. Il traite les autres de mauviettes, mais franchement, Donald, il est du genre à se laver les mains après vous l'avoir serré. Au courant de cette campagne, la violence et la vulgarité semblent être des thèmes récurrents lors des rassemblements de Trump. Et il ne cherche pas à les éviter. En fait, les gestes disgracieux sont devenus monnaie courante. On voit aussi un culte de la personnalité se développer. Il ne faut pas seulement avoir peur de Trump, il faut aussi craindre les personnes attirées par lui. Rick Wilson n'est pas un pacifiste. Il est un stratège républicain traditionnaliste qui prône le port d'armes. Il dit être consterné par la campagne de Donald Trump. Selon lui, son élection mènerait le pays droit à la catastrophe. Si Trump devient le candidat républicain et que par malheur, il est élu président,
Ses partisans vont s'attendre à des mesures concrètes de sa part. On a pu constater le côté brut et avoir un avant-goût de l'Amérique de Trump lors de ses réunions avec ses « sortez-les » et ses « j'ai envie de lui mettre mon poing sur la gueule ». Quiconque s'intéresse à la psychologie des foules devrait s'inquiéter, car Donald Trump sait très bien les manipuler et les exploiter. Tell me, isn't it fun to be at a Trump rally? Isn't this fun? Quoi que vous pensiez du profil présidentiel de Donald Trump, il a déjà l'avion pour l'emploi. Le Boeing 757 de Trump est tout aussi puissant que l'Air Force One du président, et encore plus luxueux, avec des robinetteries et des ceintures de sécurité en or 24 carats. Et ce n'est qu'un des signes extérieurs de richesse de la campagne de Trump. Qu'on le qualifie de mâle alpha ou d'égotiste, il est convaincu d'être le seul à avoir les compétences pour être le PDG des États-Unis, selon le journaliste Tom Brokaw. Il ne conçoit pas que tout le monde ne partage pas ses valeurs. Il est convaincu que c'est la seule façon d'être heureux, et ils sont nombreux à le croire. Bien des gens veulent devenir riches et célèbres, et ils se disent « Oh mon Dieu, quelle vie !» J'étais en Iowa lorsque son avion, avec son nom sur la carlingue, a atterri. La télévision locale était sur les lieux. C'était une scène tout droit sortie d'un film de James Bond. Quelle mise en scène! Les gens se disaient « Oh mon Dieu, ce type a vraiment réussi !» Tout ce qu'il fait est mis en scène. Tout est théâtral. Trump se sert de sa richesse personnelle pour projeter l'image d'un candidat honnête, qui n'est redevable à aucun groupe d'intérêt, et celle aussi d'un outsider prêt à s'attaquer à l'establishment corrompu de Washington. I don't need anybody's money. It's nice. I don't need anybody's money. I'm using my own money. I'm not using the lobbyists. I'm not using donors. I don't care. I'm really rich. C'est le rôle que Donald Trump joue à la fois à l'écran et en coulisses, selon l'écrivain Matt Taibbi. Il a créé ce personnage de télé-réalité. L'homme fort, le sauveur venu au secours de l'Amérique profonde. Il se définit comme un lanceur d'alerte. Il dit être là pour protéger tout le monde. Il dit savoir comment le système fonctionne parce qu'il en a fait partie. Je sais combien ce milieu est pourri, alors faites-moi confiance. Imaginez le héros du peuple du 21e siècle, le milliardaire Robin des Bois, célébré par des chansons sur Internet et partout dans la culture américaine. And the next President of the United States, Mr. Donald J. Trump! Les partisans de Trump veulent et s'attendent à voir le président autoritaire et anti-establishment qu'il a promis d'être, selon Brooke Gladstone de la radio publique américaine. Un papa qui peut résoudre tous les problèmes. C'est comme ça qu'ils perçoivent Donald Trump. Wow, thank you. So fantastic. Well, you know, I love Ohio. I have a long history with Ohio. Mais un homme fort a besoin d'un ennemi, de quelqu'un ou de quelque chose à combattre, ou mieux encore, à détruire. You ready for a commander-in-chief who will let our warriors do their job and go kick ISIS ass? I would bomb the shit out of him. La journaliste à la radio publique américaine Brooke Gladstone affirme qu'en ayant recours aux préjugés et à la peur, Trump correspond à la définition classique du démagogue. Donald Trump est un vrai démagogue. Les faits ne comptent pas. Qu'ils soient exacts ou inexacts, il s'en fiche, tant qu'ils lui sont utiles. Ses partisans se fichent de ses positions.
Quand j'écoute les personnes interviewées dans la rue, elles ne parlent que de l'homme fort, de sa réussite dans les affaires. Welcome to a kingdom where everybody's treated like a king. Selon elle, dans le royaume imaginaire de Trump, la perception de sa force est souvent basée sur une fausse impression ou sur des mensonges, comme le soi-disant succès de ses casinos. Même si on sait qu'il a fait faillite, qu'il n'a pas fait sa fortune, qu'il a obtenu un prêt de son père d'1 million de dollars, qu'il a coulé les casinos à Atlantic City et que toutes les tours qui portent son nom aux États-Unis appartiennent à des puissances étrangères, dont de nombreuses au Moyen-Orient, rien de tout ça ne semble avoir vraiment d'importance. Trump, l'homme fort, se sent proche d'autres hommes forts. Il cite Mussolini et parle de Vladimir Poutine dans des termes flatteurs. He's actually liked in his country, which is hard to believe, because he's essentially a dictator. And I think he has an 80% approval rating, which, you know, any politician in this country would love to have. Now we're talking about waterboarding. Les hommes forts tiennent aussi des discours fermes. Questionné sur la légalité de la torture des suspects terroristes et celle de tuer leurs familles, voici ce que Trump a à dire sur les généraux qui auraient à répondre à ses ordres s'il devenait commandant en chef. I'm a leader. I'm a leader. I've always been a leader. I've never had any problem leading people. If I say do it, they're going to do it. Chaque homme fort, et tout particulièrement un candidat à la présidence des États-Unis, a tout intérêt à avoir une arme. Sinon, comment peut-on expliquer que l'adversaire républicain de Trump, le sénateur Ted Cruz, un homme qui vise le poste le plus puissant du monde, fasse ce genre de choses? Envelopper du bacon autour du canon d'un fusil AR-15 semi-automatique et tirer une centaine de coups jusqu'à ce qu'il soit cuit comme il l'aime, c'est-à-dire croustillant. Trump se sert des attaques terroristes de Paris comme prétexte pour asséner son discours pro-armes à feu et explique comment le massacre aurait pu être évité. So, prior to Paris, which was a disaster, which, by the way, if some of the people in those places where it was slaughter, absolute slaughter, had guns, you wouldn't have had the carnage that you had in Paris. You wouldn't have had that carnage. Bibles and guns brought us here. Aux États-Unis, de nos jours, il existe un article de foi selon lequel la force vient de l'intérieur. Chaque candidat à la présidence doit donc être un homme ou une femme de Dieu. I brought my Bible. La foi est aussi pour Donald Trump une condition préalable pour faire campagne. You know, it's First Presbyterian Church, Jamaica, and this was written by my mother. With my name, it's a long time ago. Le journaliste d'enquête et biographe de Trump, Wayne Barrett. Parmi toutes vos recherches au cours de ces nombreuses années, avez-vous constaté que la foi chrétienne était très présente dans sa vie? C'est une totale imposture. Une véritable imposture. Vous remettez en question sa foi? Un jour, lors d'une entrevue, je l'ai entendu dire « Je vais à l'église à Pâques et à Noël ». Puis il s'est gratté la tête et a dit « Oh, et puis les dimanches. J'y vais parfois le dimanche. » Non, mais franchement. Que vous le voyez comme un chrétien sincère ou pas, parmi les millions d'Américains de la classe moyenne qui se rallient à Donald Trump, les évangélistes sont de plus en plus nombreux. We won with highly educated. We won with poorly educated. I love the poorly educated. Il a dit l'autre soir aimer les moins éduqués. Mais dans la réalité, avant cette année, il n'avait probablement jamais discuté de sa vie avec le genre de personnes qui viennent à ces rassemblements. Il ne fréquente que des top modèles,
des vedettes de sport, des hommes politiques et d'autres milliardaires. C'est ça son entourage. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that? I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible. En effet, le nombre de partisans de Trump s'est étendu au-delà de sa base, qui au départ n'était constituée que d'hommes blancs en colère qui se sentaient laissés pour compte par les élites américaines. Nous avons en quelque sorte atteint le plafond du rêve américain. Ces personnes sont malheureuses et déçues, avec raison, de la façon dont les États-Unis sont gouvernés. Notre Congrès n'a jamais été aussi boiteux, aussi bien chez les démocrates que chez les républicains. Ils ne veulent même pas qu'on les voie se dire bonjour. Selon Brokaw, la colère est vive aux États-Unis. Il règne un sentiment de trahison de la part du gouvernement, particulièrement à Washington, et Donald Trump y puise la haine. Ce que les Américains veulent le plus, c'est une sécurité financière. Et ils n'ont plus le sentiment d'en avoir. C'est un gros problème auquel personne ne veut s'attaquer pour tenter de changer la situation. Alors, Donald Trump a su exprimer leur colère. Et maintenant, il est possible qu'il soit nommé candidat et qu'il soit élu. Selon moi, c'est encore loin d'être gagné. Mais nous avons eu quelques surprises au cours des 9 derniers mois. 21 janvier 2017, le lendemain de l'investiture, le premier jour de la présidence de Donald J. Trump. Dans le bureau ovale, le 45e président des États-Unis se met au travail. Mais qu'y a-t-il sur la liste des choses à faire d'un homme apparemment élu parce que les Américains sont en colère contre tout le monde? Le présentateur légendaire Tom Brokaw a vu les présidents se succéder. Mais selon lui, aucun n'a connu une courbe d'apprentissage comme celle qui attend Donald Trump. Je ne pense pas qu'il soit conscient de la complexité de la fonction. C'est de loin le travail le plus difficile au monde. Vous n'êtes pas simplement le visage public de la Maison-Blanche. Vous devez en comprendre tous les rouages. Vous devez instaurer une politique de sécurité nationale et une politique étrangère pertinente, ainsi qu'une politique économique qui s'applique à toute l'Amérique et pas seulement à un secteur ou à un autre. Ce degré de difficulté sera amplifié par les attentes des partisans de Trump qui l'auront élu à la Maison-Blanche. S'il joue la carte raciale, ils compteront sur lui pour mettre en place des mesures concrètes. Il courtise un groupe qui pense que l'Amérique devrait être chrétienne et blanche, que les musulmans sont responsables de tous leurs problèmes, uniquement parce que ce sont des musulmans qui étaient impliqués dans l'attaque du World Trade Center et du Pentagone. Tous les musulmans sont donc coupables d'une façon ou d'une autre. The U.S. has become a dumping ground for everybody else's problems. Thank you. Je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher, s'il était président des États-Unis, d'essayer de construire un mur et de déporter des millions de Latinos. Le journaliste d'enquête et auteur Wayne Barrett prédit qu'en tant que président, Trump ferait tout pour tenir ses promesses. Le mur, l'interdiction aux musulmans d'entrer sur le territoire, les déportations. Ce serait immonde. Vous imaginez les déportations massives dans ce pays? Mais je crois qu'il essaierait de le faire. Il y a aussi des craintes quant à la politique étrangère. La probabilité d'une guerre commerciale avec la Chine et sa menace de résilier l'accord sur le nucléaire avec l'Iran font peur aux membres du Parti républicain. Never, ever, ever in my life have I seen any transaction so incompetently negotiated as our deal with Iran. Ses adversaires au sein même du parti veulent à tout prix construire un mur entre eux et Trump. Mr. Trump's bombast is already alarming our allies and fueling the enmity of our enemies. There are other people in our party who actually are kind of horrified by Donald Trump. I'm one of them. Guys, we have a con artist as the front runner in the Republican Party.
Une fois élu président, vous avez cette incroyable et terrible responsabilité de remplir la fonction de président. Vous n'êtes plus animateur télé. Vous devez diriger un gouvernement, un pays, et je trouve son jugement tellement effroyable. Ce sera une catastrophe à tous les niveaux. Selon le stratège républicain Rick Wilson, la présidence de Donald J. Trump détruirait le Parti républicain et pourrait gravement nuire aux États-Unis. Cela ruinera l'économie américaine et il y aura des répercussions durant des décennies. Il veut nourrir le monstre qu'il a créé et il va tout faire pour y arriver. Ce sera presque impossible, mais cela risque de causer de fortes perturbations. La perturbation est presque la norme dans les réunions de Trump. Oh! Get him out! Get him out! Il fait de la démagogie dans le but de cibler non seulement les manifestants, mais aussi de contrôler les médias qu'il considère comme un ennemi. Ils sont fouettés verbalement par Trump sous les acclamations de son public. By the way, I hate some of these people, but I'd never kill them. I hate them. No, these people, I would never kill them. Let's see. No, I wouldn't. Il fait le serment de réprimer la liberté de la presse. If I become president, oh, do they have problems? They're going to have such problems. Le républicain Rick Wilson se demande ce que Donald Trump pourrait faire d'autre avec tous les pouvoirs que confère le bureau ovale. Ce type fait dans le divertissement. Il possède un sens remarquable de la mise en scène. Mais veut-on vraiment donner à ce genre d'homme qui ne contrôle pas ses impulsions, qui a un penchant pour la vengeance et un si mauvais caractère, le contrôle de 7700 armes nucléaires? I love you folks. Thank you. Depuis qu'il s'est porté candidat à la présidence, plusieurs ont cru que Trump rencontrerait un point critique, qu'un adversaire le ferait tomber ou qu'il s'enfargerait en cours de route. C'est ce que croyait Tom Brokaw. Je continue de croire qu'il y aura un point de rupture, même si ça ne semble pas être le cas. Les républicains battent en retraite ou bien se tiennent la tête entre les mains ou se disent « Qu'allons-nous faire si ce type est notre candidat ?» Les grossièretés qu'il a prononcées au cours de sa campagne auraient signé l'arrêt de mort de n'importe quel autre candidat autrefois aux États-Unis. Mais nous avons changé, et cela fait partie de la culture de ce pays. C'est la raison pour laquelle c'est un des épisodes les plus extraordinaires de la politique américaine. La femme qui espère entrer dans l'histoire à la Maison-Blanche doit se préparer à un combat impitoyable. People ask me all the time, well, who do I want to run against? That's not for me to decide. But given what they've all said, I will take any one of them. Un milliardaire qui se fait passer pour le défenseur des moins nantis. Son propre parti qui se bat contre son candidat présumé. La vulgarité et les demi-vérités perçues comme de la sincérité. Et un discours novateur, le rejet de tout le blâme sur l'establishment. Il s'agit soit d'une stratégie politique brillante, soit d'une tempête politique parfaite. Ce qu'il a fait est brillant à différents points de vue. Il a manipulé tout le système politique et médiatique. C'est une arnaque bien pensée. Les personnes qui ont tout perdu ne le réalisent que trop tard. C'est ce qui se passera avec Trump. Les gens ne s'en rendront pas compte tant qu'il ne sera pas installé à la Maison-Blanche.